Ils détestent la médecine occidentale, et quand j'ai dit « sauvez-la », leur décision a déclenché une rupture familiale brutale en révélant à quel point leur croyance extrême éclipsait la logique. Je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans. Ma famille pense que la médecine occidentale est une sorte d'intervention maléfique, presque une corruption de l'ordre naturel. Et ce soir-là, quand j'ai osé défendre ma belle-sœur Julie après sa césarienne d'urgence, tout a basculé. Nous étions chez maman Germaine, 55 ans, dans la petite ville d'Orliac, perdue quelque part dans le sud de la France. Moi, mon frère et ma sœur aînée Camille, 34 ans, et Laurent, 32 ans ainsi que Julie, étions assis dans le salon pendant que maman s'affairait en cuisine. Les relations avec Camille et Laurent avaient toujours été compliquées, vieille rancune, caractères irréconciliables, et cette façon qu'ils avaient de me considérer comme l'intrus de la famille. Mais par loyauté envers maman, on faisait semblant de tenir ensemble, de temps en temps. Camille, elle, est devenue hyper religieuse, presque mystique, elle rejette tout ce qui n'est pas naturel, et pour elle, l'hôpital est un lieu de péché. Julie, de son côté, venait à peine de sortir de l'hôpital après un accouchement terriblement éprouvant, bébé prématuré, danger vital, décision médicale rapide. Une césarienne qui, littéralement, lui a sauvé la vie. Pendant le dîner, il racontait le rétablissement, la fatigue, le poids des nuits blanches. Julie avait du mal à parler sans s'interrompre pour reprendre son souffle. Laurent lui tenait la main. Et moi, je sentais déjà dans l'air quelque chose de lourd, de dangereux, une tension sourde qui n'attendait qu'une étincelle pour exploser. Le repas suivait son cours, lourd, silencieux, entre deux bruits de couverts et les soupirs de Julie qui essayait de rester digne malgré la fatigue évidente. Maman, depuis la cuisine, lançait par moments des petits commentaires sur la cuisson ou les assiettes, comme pour rappeler qu'elle contrôlait encore quelque chose dans cette maison. Nous étions assis dans une atmosphère qui ressemblait plus à une trêve fragile qu'à un dîner familial. Puis, soudain, Camille s'est tournée vers Laurent. Pas vers Julie, non. Vers Laurent, comme si elle cherchait son accord, comme si elle voulait qu'il valide l'attaque qu'elle s'apprêtait à lancer. Tu as choisi le chemin facile, et elle se plaint encore. Elle a rajouté un petit rire sec, celui qu'elle réserve d'habitude à ses tweets passifs-agressifs sur « la décadence moderne ». Julie a levé les yeux, visiblement prise de court. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Sa voix était douce, fatiguée, presque tremblante. Et là, Camille est entrée dans une sorte de transe morale, une tirade que j'avais déjà entendue 1000 fois dans d'autres contextes. Je t'ai tant aidé pendant ta grossesse. Tant. Et tu ne m'écoutais jamais. Je t'ai dit que ton corps savait faire mieux que les médecins, que tout devait être naturel. Mais non, madame a choisi la facilité. Et maintenant, tu te plains. Tu récoltes ce que tu sèmes. Julie, pâle, essayait d'expliquer, calmement. Camille, il y avait des complications. Les médecins ont insisté. On n'avait pas le choix. Mais Camille continuait, implacable, les yeux brillants d'une conviction presque fanatique. On a toujours le choix. Le vrai problème, c'est que tu refuses d'assumer. Tu étais faible. Voilà tout. Je voyais Julie se contracter, sa main tremblait sur sa fourchette. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tentait de retenir. Laurent gardait la tête baissée, comme s'il voulait disparaître dans son assiette, incapable ou trop lâche pour défendre sa femme. Alors j'ai tenté d'intervenir, doucement d'abord. Camille, arrête. Julie n'a rien fait de mal. Elle m'a ignoré. Comme toujours. Julie, écoute-moi. Je t'avais prévenu. On ne joue pas avec la vie. Une césarienne, c'est une violation du plan divin. Julie a éclaté en sanglots. Maman a surgi dans le cadre de la porte, tenant son torchon comme un drapeau blanc. Camille, ma chérie, calme-toi. Mais Camille était déjà en mission. Et là, quelque chose en moi a cédé. Une digue, une barrière, un verrou, appelez ça comme vous voulez. Je me suis levé si brusquement que ma chaise a raclé le carrelage. Alors quoi, Camille? Ma voix était étonnamment calme. Tu veux vraiment qu'on en parle? Tu vas écouter des professionnels formés, ou une abrutie qui n'a même pas fini le lycée? Le silence a explosé dans la pièce comme une grenade sonore. Camille s'est figée. Son visage s'est tordu avant qu'elle ne hurle. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Moi, je suis la seule qui dit la vérité ici. Trouve un boulot, Camille. Je le lui ai dit une première fois. Puis une deuxième.
Puis une troisième. Je voyais son masque de certitude se fissurer. Elle tremblait, elle gesticulait, elle cherchait un appui dans son propre chaos. Tu crois que tu vaux mieux que moi? Tu te crois intelligent? Respectable? Tu n'es rien. Rien du tout. Trouve. Hein? Boulot. Je martelais chaque mot comme un métronome parfaitement posé. Elle a commencé à pleurer. Pas un pleur triste. Un pleur de rage pure, brûlante, presque enfantine. Elle m'a insulté de tous les noms. Parasite. Imposteur. Traître. Des mots qui n'avaient aucun sens mais qui sortaient d'elle comme un poison trop longtemps gardé. Laurent s'était enfin levé, pas pour défendre sa femme, non, pour défendre Camille. Julie pleurait en silence, serrant son ventre encore douloureux. Maman répétait, « Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. » Mais le mal était fait. Dans cette cuisine d'Orliac, éclairée par une ampoule trop jaune, au milieu d'un repas qui n'aurait jamais dû être un champ de bataille, le conflit familial que tout le monde évitait depuis des années venait d'éclater comme une tempête que personne n'avait eu le courage d'annoncer. Et j'avais été l'éclair. Quand la tempête a éclaté pour de bon, tout s'est passé très vite. Laurent s'est levé brusquement, a attrapé Julie par le bras, trop brusquement d'ailleurs, l'a entraînée vers la porte en marmonnant quelque chose comme « On s'en va, ça suffit pour ce soir ». Julie, encore tremblante, a simplement laissé ses larmes couler, comme si elle n'avait plus la force de jouer la comédie de la belle-fille parfaite. La porte s'est refermée derrière eux. Un silence lourd, poisseux, a envahi la salle à manger. Camille respirait comme si elle venait de courir un marathon, ses joues mouillées, ses mains crispées. Maman a avancé d'un pas, sa voix serrée par une colère qu'elle croyait encore maîtrisée. « Camille, calme-toi. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Antoine, va-t'en. Maintenant. » Pas, s'il te plaît, pas une nuance, pas même un regard inquiet pour Julie qui venait de fuir en pleurs. Juste une expulsion propre, administrative. Comme si j'étais l'intrus depuis le début, ce qui, en vérité, est probablement la manière dont ils m'ont toujours considéré. Je suis sorti de chez elle sans un mot. L'air extérieur était froid, mais étrangement moins glaçant que ce qui venait de se passer dans cette salle à manger. À peine dans ma voiture, mon téléphone s'est mis à vibrer. Laurent. Je savais déjà ce qui m'attendait, mais j'ai décroché quand même. « Mais t'es complètement malade ou quoi ?» Sa voix était tendue, presque tremblante. « Quoi encore ? Tu n'avais pas à t'en mêler. C'était une conversation entre femmes. Tu devais laisser Julie répondre seule. » Je me suis passé la main sur le visage. « Laurent. Ta femme se faisait insulter alors qu'elle sort à peine d'un accouchement traumatique. Et toi, tu n'as rien dit. » Rien. Parce que c'est la famille. Et toi, tu mets les pieds dans le plat comme toujours. Camille l'a humilié. Tu voulais que je regarde ça en silence? Oui. Oui, exactement. Tu aurais dû te taire. Tu cherches toujours à briller, à faire ton intéressant. C'était pathétique. Je sentais dans sa voix non pas de la colère contre moi, mais une immense gêne, celle d'un homme qui choisit systématiquement la paix du lâche plutôt que le courage du juste. Il a fini sur un. De toute façon, tout le monde est d'accord, tu as dépassé les bornes. Puis il a raccroché. Quelques minutes plus tard, nouvelle avalanche. Mon père. Lui qui ne vit plus avec nous depuis 15 ans, mais qui trouve toujours le moyen de s'immiscer dans tout ce qui peut faire du bruit. Une série de textos, envoyés comme des rafales. Honte. Traître. Tu attaques ta propre sœur? Je ne t'ai pas élevé comme ça. Je me suis demandé si, un jour, il avait vraiment essayé de m'élever. Il n'a jamais élevé que sa voix, pas ses enfants. Je n'ai pas répondu. Puis vint le message que j'attendais sans vraiment l'attendre. Maman. Sa façon d'écrire ressemblait à sa façon de cuisiner, quelque chose de chaud en surface, mais sec au fond. Camille a été un peu dure, mais tu as largement dépassé les bornes, et tu dois t'excuser auprès d'elle. Un peu dur. Camille venait littéralement de cracher sa haine sur une jeune mère fragile, mais pour maman, le problème restait moi. Je suis resté assis dans ma voiture, téléphone en main, incapable de décider si je devais rire ou hurler. Et puis, comme un souffle d'air frais dans un couloir sans fenêtre, un dernier message est arrivé. Julie. Désolé d'avoir créé cette situation, merci d'avoir pris ma défense, mais tu n'étais pas obligé. Ces quelques mots,
je ne saurais pas dire si c'est la gentillesse de Julie ou sa culpabilité qui m'a fait le plus mal. Parce que dans toute cette histoire, celle qui n'avait rien fait de mal, celle qui avait simplement obéi au médecin pour sauver sa vie et celle de son bébé, se sentait responsable. Je me suis senti horrible. Pas pour ce que j'avais dit, je le pensais encore, mot pour mot. Mais pour ce que ça allait déclencher autour de Julie. Ma famille et moi, c'était une guerre froide de longue date. Une série d'escarmouches, de malentendus, d'indifférences soigneusement entretenues. J'avais appris à vivre avec. Parfois même à en rire. Mais Julie, elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas choisi d'entrer dans cette famille qui confond croyance et cruauté, loyauté et lâcheté. Et voilà que, malgré moi, je l'avais jetée au milieu d'un champ de mines. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis demandé si j'avais eu raison de répondre à Camille. Ou si, pour protéger quelqu'un comme Julie, il valait mieux se taire et encaisser. Mais je savais déjà la réponse. La violence doit être arrêtée quelque part. Et si ce n'est pas moi, alors qui? Les commentaires que j'ai reçus, ceux d'amis, de collègues, ou même d'inconnus auxquels j'avais fini par me confier, disaient tous la même chose. Oublie-les. Ils ne te méritent pas. Et Julie mérite quelqu'un qui se lève pour elle. Rien de nouveau sous le soleil. Le problème, ce n'était pas de savoir si j'avais raison. Le problème, c'était ce qu'être raison signifie dans une famille comme la mienne. Je n'étais même pas surpris que Laurent n'ait pas protégé Julie. On le décrit souvent comme pacificateur, mais ce mot est beaucoup trop noble. Rien à voir avec la sagesse ou la diplomatie, c'est de la peur, pure et simple. La peur de déplaire, la peur de casser le fragile édifice familial, la peur de Camille surtout. Il a passé toute sa vie à éviter de faire des vagues, il s'enfonce, il s'écrase, il s'annule. Et il déteste profondément que je fasse l'inverse. Parce que moi, j'ai grandi comme la pierre dans la chaussure de tout le monde. Trop direct, trop franc, trop conflictuel. Un gosse qui ne respecte pas l'autorité, comme disait mon père. Le genre de gamin qu'on n'invite pas à donner son avis, car on sait qu'il dira la vérité, et la vérité, dans ma famille, est un acte de guerre. Les attitudes de mes parents envers moi sont un symbole parfait de leur mariage raté. Mon père? Il ne m'aime pas. Ce n'est même plus un secret. Mes gestes, mes mots, ma personnalité, tout lui rappelle à quel point il a échoué à être un père. Je représente pour lui tout ce qu'il aurait voulu briser chez moi. Alors il m'ignore, et quand il me remarque, c'est pour m'écraser. Ma mère? Elle ne veut pas de problème. Rien d'autre. Pas de justice, pas de vérité, pas de réparation. Elle veut la paix du silence, pas celle de la réconciliation. Si elle pouvait régler toutes les disputes familiales en collant des pansements sur des fractures, elle le ferait. Pour elle, m'excuser même si j'avais raison, n'est pas un mensonge. C'est une stratégie de gestion du bruit. Un extincteur social. Et Camille? Camille vit chez maman. C'est important, car ça signifie qu'elle détient le monopole émotionnel. Elle est la voix la plus forte dans la maison, celle qui pleure le plus vite, celle qui crie le plus fort, celle qui menace de partir à la moindre contrariété, ce qui, paradoxalement, la rend totalement indispensable aux yeux de ma mère. Son influence est une monnaie d'échange. Et c'est moi qui suis hors cours. Laurent, lui, reste une énigme que je ne parviens pas à résoudre. Il a 32 ans. Julie en a 26. Il devrait être un couple soudé, uni face au monde extérieur. Et pourtant, quand Julie s'est fait humilier, il n'a pas levé le petit doigt. Je n'arrive pas à décider ce qui me dérange le plus. Qu'il n'ait pas protégé Julie? Ou qu'il justifie ça en me disant que je devais laisser les femmes gérer entre elles. Comme si Julie avait été une combattante volontaire dans une arène ouverte. Comme si Camille n'était pas un rouleau compresseur émotionnel. Et puis est venu le message qui a tout changé. Un message d'un membre de la famille que je ne nommerai pas. Une simple phrase qui ressemblait à un crachat envoyé par-dessus un mur. Ton frère a convaincu toute la famille que tu es amoureux de sa femme, que tu vas la lui prendre. J'ai dû relire 2 fois pour comprendre. 3 fois pour accepter que ce n'était pas une blague. 4 fois pour sentir la colère monter. Laurent avait dit ça. Laurent, le pacifique, le discret, le lâche. Plutôt que de défendre Julie face à Camille, plutôt que d'assumer son absence totale de courage, il avait décidé de rejeter la faute sur moi. D'inventer une histoire sordide pour détourner l'attention. D'insinuer que je voulais prendre sa femme.
Et le pire? Ils avaient cru. Tous. Sans réfléchir. Sans questionner. Sans me demander une seule fois si c'était vrai. Parce que dans cette famille, ma parole vient toujours en dernier. Je suis celui qu'on accuse pour maintenir l'équilibre, celui dont la réputation est sacrifiable. Et Camille, 34 ans, hystérique professionnelle, reste la sainte intouchable. Laurent, 32 ans, passif jusqu'à l'effacement, devient le pauvre mari menacé. Julie, 26 ans, fragile, traumatisée, devient suspecte par association. Et moi, 27 ans, je deviens le prédateur. Comme si défendre une femme humiliée signifiait vouloir l'épouser. Comme si aider signifiait désirer. Comme si la morale n'existait que pour être inversée. Ce soir-là, en lisant ce message, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas un conflit. C'était une fracture. Une ligne de faille que ma famille avait creusée pendant des années et que ma réaction n'avait fait qu'exposer au grand jour. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai su que cette fracture était irréversible. La conversation avec Laurent a continué de glisser vers quelque chose de plus sombre, de plus grinçant. Ce n'était plus seulement un règlement de compte familial, c'était un réquisitoire, un procès improvisé où j'étais à la fois l'accusé, le coupable et le bouc émissaire. Il m'a envoyé une série de messages, chacun plus absurde que le précédent. Camille a été là pour nous pendant toute la grossesse, quand toi tu n'étais même pas là. Elle nous soutenait, et toi tu ne faisais que gêner. Tu te mêles toujours pour semer la zizanie. Tu as laissé une femme qui croit qu'on peut verser du café dans l'endroit dont tu te doutes, pour détoxifier le corps, dicter à tes femmes comment accoucher. Pendant que tu défendais la pseudoscience, tes femmes écoutaient les médecins. Tu crois que je ne dois pas protéger ma femme? Tu es un lâche. Je suis resté un long moment à relire ces phrases. Il y avait quelque chose de fascinant dans la manière dont Laurent manipulait la réalité, alternant mensonges, contradictions et justifications à la volée. Un exercice acrobatique où sa logique était un trampoline, tout rebondissait, rien ne restait droit. Mais ensuite, l'histoire a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. 2 jours plus tard, alors que je sortais d'un cours sur le campus, j'ai vu maman m'attendre près de l'entrée principale, debout, immobile, les yeux rougis. Elle n'était pas venue me voir sur mon campus depuis, jamais. Alors j'ai su tout de suite qu'elle apportait quelque chose de grave. Antoine. Sa voix tremblait. Quoi encore? Elle a inspiré, comme si elle s'apprêtait à lire une sentence. Julie et le bébé ont disparu. Je suis resté figé. Disparu? Comment ça disparu? Ton frère est en pleine détresse. Il pense que tu y es pour quelque chose. Cette fois, j'ai presque ri. Un rire nerveux, le genre qui vient quand l'absurdité dépasse le seuil du raisonnable. Moi? Pourquoi j'aurais fait disparaître Julie? Maman a serré son sac contre elle, comme si elle voulait s'y accrocher pour rester debout. Parce que la dernière conversation que tu as eue avec elle portait sur sa grossesse extra-utérine d'avant. Tu l'as perturbée. Peut-être que tu l'as influencée. La dernière conversation? Je lui avais simplement écrit pour lui demander comment elle se sentait, et elle m'avait remercié pour mon soutien. Rien de plus. Mais dans la bouche de ma mère, tout devenait suspect, tout se transformait en arme. Écoute-moi, Antoine, si tu sais où elle est, il faut le dire. Nous nous soucions de ton frère, avant tout. C'était ça, finalement. La synthèse parfaite de ma famille. Julie n'était pas importante en tant qu'être humain. Elle n'était importante que parce qu'elle était la femme de Laurent. Parce qu'elle portait son nom. Parce qu'elle entrait dans le décor familial. Leur inquiétude n'était pas pour elle. C'était pour lui. Toujours lui. Les choses ont dégénéré encore plus vite après ça. Un soir, sans prévenir, le frère de Julie, Eric, a débarqué chez mes parents. Un type massif, impulsif, qui n'a jamais vraiment aimé Laurent. Personne ne m'a dit comment la dispute avait commencé, mais on m'a rapporté que ça avait tourné à la bagarre, une vraie, avec des cris, des insultes, des menaces. Camille hurlait, maman pleurait, Laurent se cachait derrière des accusations. 3 jours après le séjour d'Éric chez eux, tout a basculé. Julie, son frère et le bébé ont disparu. Le mot est lourd, mais c'est celui que la police a utilisé. La voiture d'Éric a quitté la ville. Ses affaires avaient disparu. Celle de Julie était restée. Pas de lettre. Pas d'explication. Pas de traces.
La police a enregistré la disparition sans urgence, comme si tout cela n'était qu'une fugue familiale sans conséquence. Lente, bureaucratique, presque indifférente. Pendant ce temps, maman me bombardait d'appels. C'est ta faute. Tout ça, c'est ta faute. Si tu ne t'étais pas mêlé du dîner. Tu as provoqué Julie, tu l'as déstabilisée, tu l'as poussée à partir. Je restais silencieux. Pas pour accepter la faute, mais parce qu'à cet instant précis, j'ai senti quelque chose se casser définitivement en moi. Plus fort que la colère. Plus profond que la blessure. Une résignation froide. Une certitude absolue. Je ne cherchais plus leur affection. Je n'avais plus besoin de justifier mon existence. Je n'étais plus un membre de cette famille. Quand j'ai atteint ce point, j'ai simplement répondu à maman. Eh bien, voilà. Ce fut la goutte d'eau finale, la rupture nette entre l'ancien moi, celui qui espérait encore, et celui qui venait de comprendre qu'on ne gagne rien à mendier l'amour de gens incapables d'en offrir. J'ai fini par comprendre une chose simple, mais lourde, avec cette famille, il n'y avait qu'une seule solution viable, la distance. Complète, absolue, sans retour. J'ai supprimé mes profils sur les réseaux sociaux, bloqué tous leurs numéros, désactivé toutes les notifications. Plus aucune porte d'entrée pour la colère, les accusations ou le chantage émotionnel. Je suis parti. J'ai trouvé un appartement modeste mais à moi, loin des regards et des jugements. J'ai commencé à reconstruire ma vie à partir de rien. J'ai renoué avec des amis de confiance, tissé autour de moi une nouvelle famille, une famille choisie, capable de soutien et de respect. J'ai repris mes études en médecine, me concentrant sur la science, la rigueur et la compassion. Mon éloignement du fondamentalisme familial avait commencé il y a longtemps, dans cette petite ville évangélique du sud-ouest de la France où j'ai grandi. Mon parcours était atypique, gay, ex-chrétien, devenu agnostique. Pour eux, pourtant, je restais une menace. Camille continuait de m'envoyer des messages d'insultes depuis des numéros inconnus, m'accusant toujours de fantasmes absurdes, d'être amoureux de Julie, de vouloir lui voler son bébé. Même maman, que j'avais naïvement crue différente, venait sur mon campus pour tenter de me faire plier. Mais je suis parti. Je n'ai plus d'énergie à dépenser à défendre ce que je n'ai jamais été. Je ne sais pas où se trouve Julie et l'enfant. Je ne veux pas m'impliquer dans d'éventuelles batailles judiciaires pour l'instant. Tout ce que je peux faire, c'est espérer qu'ils sont loin de ce cauchemar familial et qu'ils vivent une vie meilleure, plus douce. Quant à moi, je vis. Chaque matin, je me réveille avec le poids de ce qui s'est passé sur la poitrine, parfois oppressant, parfois lancinant, mais je continue. Je travaille, j'étudie, je respire. Je construis ma vie pas à pas, avec dignité et patience. Et c'est là que réside ma victoire, j'ai choisi la paix. Pas la vengeance, pas le conflit, juste la liberté de vivre sans être écrasé par les drames d'une famille incapable d'aimer sans condition. Merci à tous ceux qui m'ont écrit, qui ont partagé leurs mots de soutien. Désolé pour le chaos. Voilà ce que ça a donné.